Eh bien, ce soir, nous allons continuer notre trajectoire. J'ai beaucoup parlé d'espace et de visibilité. J'ai donc pu vous montrer de belles images. Cette fois-ci, ça sera un peu plus, je vous préviens, un petit peu plus sévère, parce qu'en fait, après avoir parlé de problèmes d'espace du livre d'art, etc., je vais parler des problèmes de temps. Alors c'est beaucoup plus difficile de trouver des diapositives pour ça. Je vais parler des problèmes de temps parce que, évidemment, s'interroger sur le nouveau style de littérature d'art qu'a inventé André Malraux avec le musée imaginaire, c'est se poser des questions, donc, en effet, de visualité, mais c'est aussi se poser des questions de modèle de temps. Je crois que chaque fois qu'on fait quelque chose, même un catalogue, si vous rédigez une notice de catalogue ou si vous rédigez des notices de catalogue, que vous le sachiez ou non, vous avez un modèle de temps. Quand vous faites une exposition, vous avez un modèle de temps. Enfin bref, vous avez toujours un modèle de temps, et le modèle de temps, c'est ce qui vous juge d'une certaine façon. À l'époque même où Malraux publiait son musée imaginaire, Georges Bataille, j'ai passé un moment la dernière fois à comparer leurs deux pensées. J'y reviendrai à la fin de cette conférence. Georges Bataille écrivait cette très belle chose, je trouve, que tout problème, disait-il, en un certain sens, est un problème d'emploi du temps. Tout dépend de la façon dont vous employez votre temps. Donc, je vais poser la question un petit peu, qu'est-ce que c'est l'emploi du temps du musée imaginaire ? Quelle temporalité se construit dans ce type de livre sur l'histoire de l'art par rapport à l'histoire de l'art dans la pratique du livre d'art? Alors vous comprendrez que c'est une question tout à la fois très pratique, mais aussi très théorique. Et ce soir, je serai plutôt du côté théorique, et je m'en excuse à l'égard d'un petit garçon qui est ici ce soir, et que je suis très heureux de parler pour lui, mais il est tombé sur la conférence la plus compliquée ce soir. Excuse-moi, Maxime. Alors, une écriture produit un modèle de temps. Bien sûr, avec Malraux, il faut bien s'attendre à ce que la question de la narration romanesque ait une grande importance dans l'écriture du musée imaginaire. Et puis, par rapport à ce que j'ai dit dans toutes les autres conférences, la question du montage. Et vous savez que dans les années 20 et 30, on parle beaucoup d'une littérature de montage. Tout cela est présent. On pourra en dire tout autant de l'iconographie, du montage photographique, album ou atlas, qui sont finalement, qu'est-ce que c'est qu'un album iconographique, si ce n'est une présentation visuelle du temps des images. Et là, je vais revenir sur mon argument, au fond, principal. Je vais y revenir et y revenir encore, c'est-à-dire qu'il y a peut-être deux Malraux. En tout cas, il y a deux époques de Malraux, deux moments, deux mouvements dans sa pensée. Le premier, je le redis, c'est celui où naît l'idée du musée imaginaire il y a autour de lui des gens comme Karl Einstein, très important, Walter Benjamin, qu'il connaît également et qu'il cite, Georges Bataille, etc., Eisenstein. J'ai situé un moment très important, la revue Document, 1929-1930. Vous savez, à l'époque où Document paraît, c'est aussi la naissance de la revue la plus importante qui a en quelque sorte modifié les modèles de temps pour les historiens. 1929, c'est la naissance de la revue Les Annales.
Malraux, à cette époque, partage absolument avec tous ces gens une insatisfaction presque virulente, je dirais, à l'égard des modèles convenus, où l'histoire de l'art comme discipline, ou la muséographie traditionnelle concevait l'évolution des formes selon une sorte de détermination simple jusqu'à la rigidité, souvent, la source d'un côté et le sens de l'histoire de l'autre. La source vous dit le passé absolu. Bien sûr, Marc Bloch ou Walter Benjamin ont dit de façon très très puissante que ça n'existe pas, ce passé absolu, c'est une invention, c'est une construction. Et le sens de l'histoire, c'est aussi éventuellement une invention. Malraux, sa conviction, c'est que la vie des formes ne répondait à aucun déterminisme ou aucune téléologie, comme on dit, aucune finalité absolument univoque. Alors pour lui, par exemple, justement, dans l'exemple que je donne là à gauche, entre l'œil roman et l'œil gothique, il n'y a pas de progrès à proprement parler, comme il n'y a pas de progrès à proprement parler de la divinité sumérienne, qu'il a d'ailleurs mis sur la page de droite de son livre, et la sculpture de Picasso. Concernant roman gothique, Malraux oublie de dire que Faucillon avait clairement déjà parlé dans ce sens, mais comme d'habitude. Et il développe, je vais donc citer un peu plus longuement comme on m'y a invité, donc je le fais volontiers, le passage de Malraux sur œil roman, œil gothique. C'est en fait non pas une réflexion sur quelque chose qui irait dans l'évolution naturelle, comme une sélection naturelle qui irait vers une plus grande ressemblance, c'est juste que selon lui, il y a deux façons, presque on pourrait dire sémiotiques, deux façons de signifier l'œil. Pour Malraux, l'œil roman est un signe et pour lui, l'œil gothique est une expression. Mais je lis sa prose parce que vous aurez un bon exemple de sa façon de raisonner. L'œil roman est d'abord un globe encastré entre deux paupières, un signe. La bouche, le signe de deux lèvres. Et la tête tout entière n'est qu'un signe souverain. Mais un œil gothique n'est plus un signe, c'est l'ombre préméditée d'une paupière, un regard. Il s'agit désormais d'exprimer un sentiment en choisissant ce qui, dans l'homme même, est déjà expression, ce qui, au-delà de la forme, peut rejoindre le Christ. Le roman primitif cherche la tête et le gothique, la face. Le corps roman est le signe qui contraint l'homme à vaincre sa condition fantastique et menacée, et l'artiste lui arrache le témoignage de la transcendance de Dieu. Mais, bientôt, le sculpteur substitue au signe de deux lèvres écartées ce qui avait si peu compté jusque-là, la ligne expressive, et en fait on la voit, vous la voyez tout à droite de la photo, la ligne expressive qui les sépare. Et il finit, c'est très beau, le gothique commence aux larmes. C'est comme s'il disait, vous faites un œil, vous devez donc faire des paupières, vous pouvez faire ça comme un signe, si vous y ajoutez l'expression, alors vous aurez les larmes. Là aussi, il pourrait dire que c'est tout le travail d'Émile Malle sur l'iconographie de la douleur, de la pietà, etc., à la fin du Moyen-Âge, qui est indiqué là sans être cité comme d'habitude. En tout cas, je reviens à mon premier point, mon premier moment de cette pensée, c'est que Malraux se tient dès le départ dans ce qu'on pourrait appeler une critique de l'historicisme qui lui est commune avec les artistes d'avant-garde d'une part, le montage, et avec les théoriciens les plus novateurs des années 20 et 30 sur la question de l'histoire, Walter Benjamin, Marc Bloch, etc., bien sûr Aby Warburg.
La critique du musée traditionnel, donc, s'accompagne d'une mise en question de ce qu'on appelle un peu rapidement le sens de l'histoire. Vous vous souvenez, j'ai cité cette phrase qui est peut-être la plus connue du musée imaginaire, hein. L'histoire de l'art, c'est l'histoire de ce qui est photographiable, disait-il. Si vous dites cela, bien sûr, vous le dites avec l'idée qu'une fois que vous les avez, vos photographies, vous pouvez les mettre sur la table, dans le sens que vous voulez. C'est cette espèce de scène primitive que j'avais racontée, hein, lorsqu'il rencontre cet historien allemand qui sort toutes ses photos et qui les met sur la table et qui fait des montages sur sa table, Salmoni. Eh bien, quand vous faites comme ça, sur une table, naturellement, vous brouillez les cartes de la chronologie. Vous pouvez rebattre les cartes à nouveau frais pour de nouveaux montages visuels, c'est-à-dire vous modifiez le modèle de temps, et c'est en le modifiant que vous faites surgir éventuellement des significations nouvelles, des mises en relation intéressantes. Je ne m'étonne pas que dans Les Voix du silence, Malraux puisse faire l'éloge de certaines notions qu'il appelle par exemple des régressions significatives, son amour des arts barbares, son amour des périodes primitives, etc. Et si vous voulez, ce grand arc temporel, hein, qui se tend entre la divinité sumérienne à droite et la tête de Picasso, là-dedans, pourra dire Malraux, dans Les Voix du silence, la Renaissance ne serait qu'un éphémère accident humaniste. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans le même livre, on a, là aussi, je ferai une citation un peu longue, un exposé de ce qu'il entend par les relations entre l'art et l'histoire. Et c'est ça qui m'intéresse, d'essayer à la fois de l'analyser et, comme vous le verrez, de le critiquer aussi. La relation entre l'art et l'histoire est si complexe. Peut-être le serait-elle moins si nous ne la voulions rigoureuse, mais la perspective du passé impose une curieuse illusion historique. L'artiste n'est pas plus conditionné par un passé dont il chercherait la forme que par un avenir dont il incarnerait l'esprit. Ce qui veut dire pour lui qu'en fait, l'artiste n'est pas de son temps. C'est une idée qui n'est pas malrussienne du tout, hein. C'est une idée typiquement nietzschéenne, hein. L'artiste contre son temps, la fameuse expression de Nietzsche. Peu importe. Malraux continue. Les événements historiques agissent sur lui dans la mesure où ils lui permettent ou lui imposent une nouvelle relation avec le monde. Et sur l'art, dans la mesure où ils rendent les formes suscitées par cette nouvelle relation visibles et fécondes. Tout art est l'expression. Mot très important, je l'entoure, lentement conquise du sentiment fondamental qu'éprouve l'artiste devant l'univers. Tout à coup, on va ça devient très grand. C'est pourquoi, vous sentez bien que si on dit l'univers, on est déjà on vise une autre temporalité que celle de l'histoire. C'est pourquoi le lien entre l'histoire et l'art nous semble si souvent se relâcher. Lorsque ce processus s'insère dans l'histoire, il lui est lié et non soumis. En tant que créateur, c'est souligné par Malraux, l'artiste n'appartient pas à la collectivité qui subit une culture, mais à celle qu'il élabore, même s'il ne s'en soucie pas. Sa faculté créatrice ne le soumet pas à une fatalité devenue intelligible, mais le lie au millénaire pouvoir créateur. On revient à l'univers millénaire, hein, de l'homme, aux cités reconstruites sur les ruines, à la découverte du feu, etc., etc. Donc là, il peut donner des... Voilà. Jamais plus Malraux, là on est dans les fin des années 40, 50, ne va cesser de ressasser cette conviction. Par exemple, dans Le Surnaturel, en 1957, il écrit « À l'invincible jamais plus, qui règne sur l'histoire,
Pour lui, un historien, c'est quelqu'un qui dit il y a eu ça, et puis après, il n'y a plus, il y a eu ça, il y a eu autre chose. Donc pour Malraux, l'historien, c'est celui qui décrète des jamais plus. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée, mais c'est l'idée que Malraux a de l'histoire. À l'invincible jamais plus qui règne sur l'histoire des civilisations, cette présence de l'art oppose sa grandiose énigme. 2 pages plus loin, ce livre, le surnaturel, n'a pour objet ni une histoire de l'art, ni une esthétique. C'est quelque chose de bien plus universel, d'une certaine façon. Et finalement, dans l'Irréel, en 1974, dans la préface, Malraux va s'armer une fois de plus. J'ai un peu brodé la dernière fois sur le rapport entre cette façon de dire « je » et cette façon de dire « nous ». Alors il va s'armer là du « nous » le plus grave, le plus solennel, pour affirmer « si nous avons pris conscience du processus par lequel le grand artiste des civilisations historiques et peut-être préhistoriques se dégage de ses prédécesseurs, nous ne croyons plus qu'une chronologie des événements, et desquels d'ailleurs, suffise à fonder une histoire. Parce qu'une histoire ne dépasse les chronologies que si elle devient une interprétation de l'aventure humaine. Toute histoire partielle s'édifie sur les valeurs qui ordonnent l'art dans sa totalité, et ce livre se réfère à des valeurs qui ne sont pas d'ordre historique. C'est-à-dire, vous voyez, il se démarque d'une attitude historienne, pas du tout comme les gens des annales. Là, nous sommes en 1974, hein. N'oubliez pas, en 1974, l'école des annales s'est énormément développée. Il y a donc des réflexions très fortes sur la chronologie. Il y a aussi à cette époque le structuralisme, et le structuralisme lui aussi réfléchit sur les rapports entre l'évolution chronologique et une autre façon de présenter les choses. Mais pour Malraux, il suffit de dire l'aventure humaine. Et puis finalement, en 1976, il va conclure, je cite, « Le monde de l'art naît avec l'histoire, grandit avec elle comme un frère ennemi. » L'art est ennemi de l'histoire, pour Malraux. Cette insistance montre qu'il y va d'un enjeu absolument crucial. C'est dans un entretien que Malraux dit avec le musée imaginaire, c'est paru en 1984, mais bien sûr après sa mort, avec le musée imaginaire, quelque chose d'absolument capital est né en face de l'histoire de l'art. Car l'histoire de l'art repose plus ou moins en dernière analyse sur l'art est un produit. Il n'est pas vrai que l'art se définisse par la succession des œuvres. Là encore, si vous voulez, c'est une critique qui a été articulée ailleurs. Je ne sais pas, pensez simplement à Heidegger, par exemple. Mais bon. En tout cas, ce que va faire Malraux, c'est d'enfermer une histoire qui se veut objective, qui construit un passé mort pour lui, et à laquelle il va opposer ce qu'il appelle la présence. À la chronologie, la succession des faits, il va opposer l'intemporalité ou une espèce, enfin, il emploie par exemple très souvent le mot de résurrection. À l'historien qui cherche à avoir un savoir sur les sources, lui, Malraux, l'écrivain inspiré, n'aura pas la sensation des sources. Il n'en a pas besoin des sources parce qu'il a la sensation du fleuve lui-même. L'historien cherche les causes, les effets, les choses précises. Malraux, il lui suffit des métaphores et des métamorphoses. L'historien s'intéresse aux objets de culture, l'écrivain s'intéresse aux œuvres de l'art. L'historien s'intéresse au destin des civilisations et lui, Malraux, va s'intéresser à à l'antidestin, en tant qu'écrivain bien sûr, à l'antidestin de l'art lui-même. Vous sentez comment on évolue
Nous étions dans les années 20, fin des années 20, 30, dans une espèce d'insistance critique que Malraux partageait avec bien d'autres vis-à-vis de la question de l'ordre chronologique. Hein. Et puis là, nous sommes dans cette critique devenue hyperbole littéraire, devenue certitude oraculaire. C'est sûr qu'il faut remettre en question une certaine tyrannie de l'histoire, si tyrannie il y a. Mais de quelle histoire parle-t-on ? Et de quelle histoire parle exactement Malraux ? Il y a un moment, on ne sait plus du tout. Au départ, c'est clair qu'il parle de la discipline historique, un peu le nez sur ces objets. Alors, il voit ça d'un peu haut. Mais il y a un moment donné, on s'aperçoit qu'il ne parle plus du tout de l'histoire comme discipline, il parle de l'histoire comme le devenir historique lui-même. Ah, alors là, on est dans une économie complètement différente. Mais c'est passé de façon insensible. Il y a donc un deuxième mouvement qui se met en branle, et ce deuxième mouvement ou moment va fixer toutes ces réflexions sur l'art, ce qui était critique de l'historicisme et qui me semble, tout à fait légitime, avec certaines limites de méthode, bien sûr, il faut de la méthode, mais ce qui était critique devient rejet. Pour moi, une critique, c'est le contraire du rejet. Si on critique l'histoire, c'est parce qu'on aime l'histoire, c'est parce qu'on veut en faire, c'est parce qu'on exige de faire de l'histoire. Alors, critiquer l'historicisme, c'est une chose. Rejeter l'histoire, c'est tout à fait autre chose. Pour revenir à Walter Benjamin, dont j'ai parlé plus d'une fois, il est clair que Benjamin critique l'historicisme, mais n'abandonne jamais le souci historique. Il fait sans arrêt de l'histoire. Tandis que Malraux, il va désormais penser contre l'histoire, c'est-à-dire, là, on est tout à fait, c'est Malraux versus Benjamin à ce moment-là. Il va revendiquer que l'art ne répondrait du temps que sur le plan de la présence et de l'intemporalité. Il y aurait beaucoup à dire philosophiquement sur ces deux mots. Je vais me contenter de dire rapidement qu'il me semble, par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment, qu'avec cette notion de présence, Malraux perd ce qui était si fécond dans ses réflexions sur la reproduction, sur la représentation. Donc avec la présence, il ne réfléchit plus, de moins en moins, sur la reproduction. Et c'est pour ça que ces montages iconographiques, ces machines à voir, deviennent au fond de plus en plus conventionnels, de plus en plus louvresques, si j'ose dire, puisqu'on est ici, livresques en tout cas, conventionnels en tout cas. Avec la présence, il perd la machine extraordinaire qu'il s'était donnée de jouer avec les reproductions, et avec l'intemporel, il perd le montage. Il perd cette poésie anachronique et cette fécondité critique qu'il a manifestée, bien sûr, par ailleurs. Notamment dans ces magnifiques maquettes que je vous ai montrées, la maquette farfelue du musée imaginaire. Alors, qu'est-ce qu'il reste de ce deuxième mouvement ? Il reste une métaphysique de l'art dont l'ampleur océanique, c'est immense, va de pair, me semble-t-il, avec une sorte de repli conceptuel vers quelques idées qui me semblent bien trop générales et donc fatalement convenues sur l'art. Il fallait par exemple que l'essai sur Goya, intitulé en 1950 « Saturne, essai sur Goya », devint dans sa réédition de 1978 « Saturne, le destin, l'art et Goya ». C'est un titre moins beau que le premier, je trouve, plus amphigorique, mais où il est clair, plus ou moins, que l'art de Goya s'oppose au destin incarné par Saturne. Il fallait que fût affirmé, par différence avec tout esprit du temps, le Zeitgeist, dont justement Nietzsche faisait une critique, il fallait affirmer l'indépendance de l'art par rapport au temps.
quand il regarde la Joconde ou quand il la transporte en Amérique, il dit c'est Mona Lisa qui est morte. La Joconde est de son temps, mais hors du temps. Et il fallait enfin que dans la métamorphose des dieux, l'immortalité religieuse laissa place, telle qu'elle, à une sorte d'intemporalité de l'art promue en fait au nom d'une nouvelle religion, au rang d'une nouvelle religion. C'est une espèce de nouvelle religion qui... Je vous ai montré de façon très très concrète comment Malraux, avec la photographie, loin d'enlever de l'aura aux œuvres d'art, leur en redonnait. Et bien là, on est carrément passé au stade supérieur d'une sorte de culte, de religion de l'art, où là, on est dans l'inversion complète des positions de Walter Benjamin. À toute religion, il faut ce qu'on appelle dans une église le ministre du culte. Voilà. Malraux était bien le ministre de ce culte-là, en tout cas de la culture. Les hommes, je cite la Métamorphose des dieux, premier volume, le surnaturel. Les hommes pour qui l'art existe ne s'unissent point par leur raffinement ou leur éclectisme, mais par leur reconnaissance du mystérieux pouvoir qui, transcendant l'histoire, grâce à des moyens qui ne sont pas ceux de la beauté, rend présente à leurs yeux telle peinture préhistorique, dont le mot magie n'explique nullement les formes, les statues sumériennes dont ils ne connaissent guère que les noms et la dame d'Elche dont ils ignorent tout. L'art invente un temps qui accueille les figures de l'éternité. Voilà pourquoi il n'est pas si important que ça pour Malraux de connaître les œuvres d'art dans leur transformation historique. Parce que la transformation historique n'est pas ce qui compte vraiment. Ce qui compte, c'est une métamorphose à un niveau, si vous voulez, selon lui, bien plus fondamental. Et c'est un niveau où nous sommes prêts à nous en remettre à une sorte d'intemporalité que l'art nous suggère. Donc c'est pas trop la peine de connaître, c'est la peine de se sentir suggéré par tout ça. Et ce n'est pas la transformation historique qui compte, c'est ce que Malraux appelle la création. Et la création, comme ce mot avec bien sûr ses connotations religieuses, c'est la création, elle sort. C'est un modèle de temps qui n'a pas besoin d'histoire, qui est comme ça, une sorte de magie de la création. Malraux écrit, toujours dans la Métamorphose des dieux, et là dans le tome 3, l'intemporel, le fait nouveau, c'est que l'art ne tienne plus son intemporalité des esprits, de Dieu, des morts, de la beauté, mais de la création artistique. Fin de citation. Donc, on voit comment le musée imaginaire n'est plus du tout, si jamais il l'a été, ce que construisait, par exemple, Warburg dans son Atlas Mnémosyne, Benjamin dans son Livre des Passages, Bataille et Karlenstein dans leur revue Documents, etc. C'est-à-dire ce que j'appellerais des atlas de singularité, des singularités sur lesquelles on se... mais plutôt l'album d'une généralité immense et universelle. C'est là, on peut le dire de façon très brutale, que le Malraux révolutionnaire laisse la place au Malraux conservateur, celui de l'intemporel, et celui sur lequel, voilà, par exemple, quelqu'un comme Jean-François Lyotard a réfléchi sans nous expliquer pourquoi, par exemple, on en parlait l'autre jour au cours de la discussion, hein, qu'est-ce qui fait que, justement, dans ce volume de l'intemporel, il y a des passages aussi agressifs. Malraux qui va à la Biennale de Venise et qui trouve tous ces jeunes artistes des années 60-70, c'est-à-dire des 68 arts aussi. Il trouve ça, mais totalement... Enfin, il a une réaction très hautaine et très rapide.
Il en reste... l'art pour lui, c'est la peinture et la sculpture. Point. Alors vous imaginez devant les happenings, les trucs comme ça va pas du tout. Lyotard était embêté parce que Lyotard, il était quand même du côté des jeunes de cette époque-là. Alors il s'en sort un peu en disant que Malraux fait partie d'une sphère qu'il appelle la sphère de la nausée ontologique, où il met pêle-mêle, je ne suis pas bien d'accord avec ce mélange, Céline, Bataille, Artaud, Camus. Bon. Une génération, dit Lyotard, anxieuse de montrer et de comprendre comment le miracle peut surgir, celui des œuvres. Bon, d'accord, un miracle. Vous voyez, on est quand même toujours dans un vocabulaire, le miracle. Je l'entoure. Lyotard est très fin, bien sûr. Lyotard a lu Freud, alors Lyotard peut dire, ce avec quoi je serais beaucoup plus d'accord, que l'art serait à penser comme une sorte de... Une œuvre surgit comme un lapsus dans le temps historique, mais ça ne veut pas dire qu'il en sort. Mais pour Malraux, ce n'est pas un lapsus, c'est un miracle, et il en sort. Et il en sort. Mais vous voyez bien qu'il y a une transformation considérable. Il ne faut pas oublier le Malraux de l'espoir et de la condition humaine. Il ne faut pas oublier le Malraux du front, du feu, des bombes. C'est-à-dire que là, on est à la fois dans la politique et dans le roman. Et puis, devant les œuvres d'art visuel, on est plutôt dans une intemporalité des œuvres qui serait, selon Malraux, là, c'est le point crucial, c'est le point le plus important, là, comme réponse aux apories de l'histoire, aux apories historiques de l'action, à commencer bien sûr par l'action politique. C'est-à-dire que là, on est en train de, sans l'avoir voulu tout à fait, mais on est en train de poser la question du rapport entre l'art et l'histoire, mais l'histoire politique. Et là, je pense, se situe ce que moi j'appellerais, si vous me le permettez, et je sais que ça sera discuté ou discutable, la division, une sorte de division constitutive dans toute l'œuvre de Malraux. Bien avant Lyotard, alors je vais parler successivement de certaines réactions aux œuvres de Malraux sur ce plan-là, qui me semble, disons, étayer le point de vue que je défends. Le premier à avoir réagi, j'en donne juste quelques-uns, je n'ai pas le temps de faire une chose exhaustive, c'est Emmanuel Mounier en 1948. Il avait noté avec justesse qu'une œuvre, je cite, nouée sur l'action comme celle de Malraux, une vie comme la sienne jetée au pari de l'extrême, est faite pour nous secouer d'étonnement, de paradoxes et de questions plus que pour nous satisfaire de déductions heureuses. Donc Malraux, homme d'action, ne lui demandons pas trop les concepts, les constructions doctrinales, d'accord, et aimons chez lui ce pari de l'extrême, comme il dit, ces paradoxes. Emmanuel Mounier disait très gentiment, ne soyons pas surpris d'être surpris par lui. Bon. Mais de façon subtile, dans le texte d'Emmanuel Mounier, qui s'intitule « André Malraux, le conquérant aveugle », on voit que les choses se mettent en place, c'est-à-dire se mettent en doute. Il y a une sorte de mise en doute de l'éthique même, tout aussi bien que de l'esthétique de l'antidestin. Mounier écrit « Une lueur ne conjure pas le destin ». Ce qui veut dire, c'est pas parce que vous avez la production d'un miracle, d'une belle œuvre d'art au milieu d'une catastrophe que vous êtes dans l'antidestin. Ça peut vouloir dire ça. C'était chez Mounier une façon, 48, c'est une époque donc où Malraux est très très décisivement gaulliste, il l'est depuis 45, c'est une façon de poser la question chez Malraux de moi ce que j'appelle ces deux moments, et ils sont parfaitement dits par Mounier, le mouvement, dit-il, de la révolution à la
conservation. Il écrit « Cet homme qui n'est que débat et, c'est sa grandeur, perpétuelle mise en question. Il n'est pas moins paradoxal de vouloir refuser à son adhésion gaulliste cette richesse problématique et contradictoire qui fut celle de ses engagements antérieurs. » Et il a raison, Malraux a été gaulliste d'une façon extraordinaire, extraordinairement libre et peu conventionnelle, ça c'est clair. On ne peut contester, continue Mounier, qu'il continue de battre les frontières de l'impossible. Mais, si cette hypothèse est juste, qui sauve Malraux de la déchéance et de la facilité, ne trouverait-il pas dans ce paradoxe de l'action, dans cette éclipse obscure et lyrique de la révolution à la conservation, un aliment à son vieux goût du paroxysme et de l'absurde? L'illusion lyrique a plusieurs visages. C'est-à-dire, on peut être d'un lyrisme à la Breton, surréaliste et pro-marxiste, ce que vous voudrez, trotskiste, et puis on peut avoir un lyrisme gaulliste. Voilà, c'est peut-être ce qu'il veut dire. À entendre parfois, écrit Mounier, l'inquiétant pathos qui fuse de ces déclarations publiques, on se demande avec angoisse si quelque alliance obscure de ferveur inoccupée et de désespoir invaincu ne s'apprête pas à jeter les forces vives de l'espoir à l'Europe frileuse des conjurés de la peur. Il y a un doute, donc. Il y a un doute qui est là clairement politique. Un deuxième grand connaisseur et grand commentateur de Malraux, c'est Gaëtan Picon. Gaëtan Picon a compris que, pour Malraux, le recours à l'art vient en effet des apories de l'action politique. Agir, écrit Picon commentant Malraux, ne permet pas d'être avec plénitude et qu'à l'action, eh bien, les voies du silence substituent la création. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Évidemment, non. On ne dépasse pas ontologiquement comme ça, avec le mot action, ou le mot être, ou le mot art, les apories où l'homme s'enferre dans son rapport au temps. Je ne crois pas. D'ailleurs, Gaëtan Picon opposera finalement au gigantesque monolithe de l'intemporel malrussien son très beau livre « Admirable tremblement du temps » en 1970. Troisième commentateur, le plus fin, le plus élaboré, c'est Merleau-Ponty. J'ajoute, bien sûr, je vous ai déjà commenté le texte de Blanchot, qui est également d'une très grande force. Merleau-Ponty, en choisissant cette photo, je me suis demandé s'il n'y aurait pas à faire une analyse sur... Dites-moi votre rapport à la cigarette et je vous dirai qui vous êtes. Une espèce de... Voilà, je trouve cette photo de Merleau-Ponty très belle parce qu'il est tellement concentré sur sa cigarette. Bon. Merleau-Ponty a procédé à la critique philosophique qui me semble la plus subtile et la plus serrée des idées de Malraux. Pas seulement sur l'art, mais bien sur la question du temps. Merleau-Ponty ne conteste pas que le musée imaginaire ait tenté d'extraire le discours sur l'art de certaines facilités historicistes. Voilà, il est d'accord. Mais tous les efforts de Malraux pour sortir le sens des images, des signes du langage. Mais bien sûr, il fallait faire ça. Mais il le fait tellement qu'il en oublie en fait et l'histoire et ce que Merleau-Ponty va bien appeler la dialectique. Merleau-Ponty dit les images sont toujours au bord, il parle avec le terme de imminence, les images sont toujours au bord du langage, elles ne sont peut-être pas asservies au langage, mais elles sont absolument
impossible à dissocier de ce que Merleau-Ponty appelle explicitement l'histoire de la culture. Ce qui est très beau dans des efforts comme celui de Warburg, c'est que peut-être on pourrait dire, en utilisant ce mot de Merleau-Ponty, que Warburg avait tenté une iconologie de l'imminence, c'est-à-dire de la proximité, comment les images vont vers le langage. Bon, peu importe. Et non pas une iconologie qui asservirait les images à des significations antérieures, à un dictionnaire de notions, etc. Bon. Vous pensez bien que Merleau-Ponty, en tant que philosophe phénoménologue, accepte que Malraux cherche une présence. Mais il ne voit pas du tout ce qui émanciperait cette présence de toute historicité, comme le veut Malraux. Merleau-Ponty écrit donc « Malraux parle quelquefois comme si les données des sens à travers les siècles n'avaient jamais varié. » C'est-à-dire que Merleau-Ponty suggère là que même quand on parle en phénoménologue, même quand on parle de perception, de sensation, de corps propre, enfin vous savez, tout ce discours qui est lié en fait à des problématiques de biologie et d'anthropologie, mais tout cela évolue dans l'histoire, ce que Malraux semble ignorer. Merleau-Ponty, à un moment donné, a un mot extrêmement sec à l'égard de Malraux, en disant, mais je trouve très juste, ce qu'on cherche trop délibérément, on ne l'obtient pas. Bon, c'est comme s'il disait à Malraux, tu cherches trop délibérément la présence, tu ne vas pas l'obtenir comme ça. Tu cherches trop un art pur de temps, pur de son historicité. Tu crois que la présence est pure comme ça? Non, pas du tout. Il est bien évident que la question de savoir si Malraux, à ce moment-là, est hegelien ou non hegelien ne s'oppose déjà plus pour Merleau-Ponty. C'est évident que Malraux n'est pas hegelien. On le croirait avec le savoir absolu ou que sais-je, mais Hegel n'a jamais séparé quoi que ce soit du devenir historique. Alors chercher dans l'art une intemporalité qui commanderait le temps depuis sa position transcendante, eh bien non, ce n'est pas du tout hegelien. C'est même anti-hegelien et c'est même surtout anti-dialectique. À l'intemporalité de l'art proposée par Malraux, Merleau-Ponty, de façon à mon avis ironique, suggère l'hypothèse d'une double temporalité de l'art, dont le moteur de cette double temporalité, eh bien, il la nomme, et je suis pleinement d'accord avec ça, une dialectique. Je cite Merleau-Ponty. « Le fait central auquel la dialectique de Hegel revient de 100 façons, c'est que nous n'avons pas à choisir entre le pour soi et le pour autrui, entre la pensée selon nous-mêmes et la pensée selon autrui, mais que, dans le moment de l'expression, qui est le problème de Malraux, l'autre à qui je m'adresse et moi qui m'exprime sommes liés sans concession. L'histoire vraie vit tout entière de nous. L'histoire vraie vit tout entière de nous. C'est dans notre présent qu'elle prend la force de remettre au présent tout le reste. L'autre que je respecte vit de moi comme moi de lui. Une philosophie de l'histoire ne m'ôte aucun de mes droits, aucune de mes initiatives. Il est vrai seulement qu'elle ajoute à mes obligations de solitaire, sous-entendu, c'est pas tout seul dans ton salon que tu vas faire l'histoire de l'art. Rien n'est solitaire. C'est un mythe de l'écrivain, solitaire, la solitude. Il est vrai seulement qu'elle ajoute à mes obligations de solitaire celle de comprendre d'autres situations que la mienne, de créer un chemin entre ma vie et celle des autres, c'est-à-dire de m'exprimer. Par l'action de culture, je m'installe dans des vies qui ne sont pas la mienne. Je les confronte, je manifeste l'une à l'autre, je les rends compossibles dans un ordre de vérité, je me fais responsable de toutes. Perception, histoire, expression
Ce n'est qu'en rapprochant ces trois problèmes qu'on pourra rectifier dans leur propre sens, dit-il gentiment, les analyses d'André Malraux. Fin de citation. Donc, Merleau-Ponty suggère que ce qui manque à Malraux, c'est cette pensée dialectique, et on ne va pas cesser de retrouver ce motif maintenant, qui est d'abord exprimé de façon hegelienne entre ces expressions, le pour soi et le pour autrui. Malraux, lui, n'aurait choisi, si je suis Merleau-Ponty, qu'un pour soi, dont il fait de façon unilatérale et autoritaire la règle intemporelle et universelle, la règle pour tout le monde de l'art. Il y a justement dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel une figure qui me semble correspondre à celle de Malraux. Et j'ajouterai donc une ironie très délicate de Merleau-Ponty, une ironie peut-être un peu moins délicate. La belle âme. La belle âme chez Hegel, c'est une version particulière de la bonne conscience. Hegel dit ceci: la belle âme, c'est cette personne qui fuit devant l'histoire, comme devant le destin, qui s'imagine être dans l'élément de l'antidestin. La belle âme, c'est la personne qui s'invente, pour préserver quelque chose comme une pureté de l'universel, ce qui n'est en fait que son règne intérieur. Je cite Hegel. Une morale qui n'est faite que de sa génialité. Je trouve que ça correspond tout à fait à Malraux. Et qui se donne pour l'expression de son savoir et de son vouloir particulier. Et pardonnez-moi, la citation est un peu difficile, c'est que le style de Hegel n'est jamais évident. Ainsi, dans la majesté de son élévation au-dessus de la loi déterminée, c'est-à-dire historique, et de tout contenu du devoir, c'est-à-dire éthique, la belle âme met un contenu arbitraire dans son savoir et son vouloir. Elle est la génialité morale qui sait que la voie intérieure de son savoir immédiat est une voie divine. Se contempler soi-même est son être-là objectif. Et cet élément objectif consiste dans l'expression de son savoir et de son vouloir comme universel. Malraux, en ce sens, incarnerait donc cette figure de la belle âme dans le domaine de la pensée de l'art. Il balaye les divisions de l'histoire. Il parle de résurrection. Blanchot, comme je l'ai montré la dernière fois, ne parlait jamais de résurrection. Il maintenait la mort, il maintenait la dépouille, comme il disait, dans le domaine de l'imaginaire. Malraux, lui, prononce de façon grandiose la survie des œuvres, là où Warburg n'avait repéré que des survivances. Ce n'est pas du tout la même chose. Moyennant quoi, Malraux dénie ou refoule une division constitutive. Une division, j'y reviens, c'est la même, je vais là encore lui donner un nouveau mot, un nouveau nom. D'un côté se trouve l'espoir politique. Malraux a vécu dans l'espoir politique. Il a incarné même cet espoir politique en participant activement aux luttes contre les fascismes européens, en particulier durant la guerre civile espagnole. Là, vous avez une photo de cette époque. Et d'un autre côté, espoir politique. D'un autre côté, et la division est là, advient ce moment très différent qui correspond peut-être bien justement à ce que Mounier appelait les apories de l'action, c'est-à-dire une sorte de déception par rapport à cet espoir. Malraux construit une véritable utopie de l'art. Là où l'espoir politique dénotait un désir qui n'était jamais satisfait, ben oui, quand vous luttez, c'est fragile, c'est suspendu au destin historique, vous ratez, vous échouez, voilà. La jouissance de l'art, en revanche, réalise un moment de désir comblé.
là où la lutte politique est un travail sans fin, là où il faut se battre sans être jamais sûr de vaincre, la contemplation de l'art consacrerait, moi c'est pas du tout comme ça que je regarde les œuvres d'art, mais enfin, consacrerait le calme règne des chefs-d'œuvre. À la division politique donc, qui correspondrait, si je garde mes analogies hegeliennes, à ce que Hegel appelle la conscience déchirée, eh bien la belle âme, elle, substitue à tout cela le moment de pacification de ce qu'on pourrait appeler la réconciliation esthétique. Il y a une division politique, et puis ça laisse la place à une réconciliation esthétique. Je pense, mais c'est un autre débat, de façon plus générale, qu'il faut se méfier du mot art si ce mot est employé pour cacher les divisions à l'œuvre. Un tel renversement, division politique, réconciliation esthétique, s'observe avec clarté dans les textes consacrés par Malraux à la question de ce qu'il faut entendre par héritage culturel. C'est une chose passionnante à faire qui mériterait une étude entière. Vous avez par exemple une très bonne édition chez Folio des textes de Malraux sur la politique, qui s'intitule « La politique, la culture ». Tous ceux dont je vais parler maintenant se trouvent dans ce petit recueil. Malraux s'éveille à la conscience politique de très tôt, dès les années 20. Vous savez, les péripéties en Indochine. Il arrive avec une passion pour l'art. C'est la fameuse affaire des sculptures volées au temple de Bente Aïsrei. Bon, d'accord, mais avec son histoire, disons, judiciaire, il se trouve brusquement confronté aux agissements du colonialisme ordinaire, bureaucratique, corrompu, violent. Et ses prises de position, notamment à l'égard d'une culture indigène de l'Extrême-Orient, les Anamites, ces prises de position ont été extrêmement courageuses et risquées. D'autre part, tout le monde connaît ses sympathies pour la révolution chinoise, la condition humaine, la réponse cinglante de Léon Trotsky qui dira que ses sympathies révolutionnaires étaient, je cite, corrodées par les outrances de l'individualisme et du caprice esthétique. C'est une façon de dire la belle âme. Évidemment, Trotsky connaissait par cœur sa phénoménologie de l'esprit, c'est clair. Ce qui était peut-être, du point de vue de Trotsky, un refus de comprendre là où Malraux voulait se placer, c'est-à-dire une politique de la culture. Pas la politique en général, mais en tout cas une politique de la culture. Ce qui était en même temps une façon de le comprendre à un niveau plus fondamental, au niveau de ses propres divisions théoriques ou pratiques. Il y a une expression d'Emmanuel Mounier qui est magnifique dans le texte que je citais tout à l'heure. Il définit Malraux comme un métapraticien. Donc c'est un mélange de métaphysiciens et de praticiens dont j'ai consacré une ou deux conférences à montrer quel praticien était Malraux. Ça, c'est vraiment très intéressant. Mais c'est un métaphysicien praticien. Il est à mi-chemin de la métaphysique et de l'action. Et donc, on comprend très bien que sa réflexion sur la question de la politique culturelle soit un élément central dans sa pensée. Je donne juste quelques éléments. Premier élément, 21 mars 1933, il donne un discours pour l'Association des écrivains et des artistes révolutionnaires. L'année suivante, 1934, il s'exprime au premier congrès des écrivains soviétiques réunis à Moscou. Et en 1935, il va publier ce texte intitulé « Le temps du mépris » qui raconte l'emprisonnement d'un militant communiste arrêté par la Gestapo. La même année, 1935, Malraux prononce ce discours intitulé « L'œuvre d'art » en clôture du Congrès international des écrivains pour la défense de la culture. Vous aviez Gide, Bertolt Brecht, etc. C'est un texte absolument remarquable. Le texte de 1935, c'est un chef-d'œuvre, c'est un des plus beaux textes de Malraux, je trouve. On sent un texte tendu par une sorte de colère politique,
où l'idée qu'il suffise de maintenir la culture dans ses formes traditionnelles est critiquée, battue en brèche, par une attitude très critique, très volontariste. Il dit, c'est sa thèse principale qu'il répétera comme souvent, l'héritage ne se transmet pas, il se conquiert. Et cet héritage culturel sera de façon très précise mis en place selon une sorte de ligne de front qui sépare clairement sa position d'alors, qui est une position, disons, internationaliste. Au moment du musée imaginaire, ça deviendrait une position universaliste. Mais là, elle est internationaliste au sens pratiquement communiste du terme. Et il oppose à cela les prétentions clairement nationalistes des esthétiques fascistes. Il écrit ceci, « Il est dans la nature du fascisme d'être la nation et dans la nôtre d'être le monde. » Mais on a déjà, vous voyez, son esthétique globale du musée imaginaire, elle est déjà là, elle est déjà là. L'homme d'action va alors parler de volonté au moment même où le métaphysicien va parler dans le même discours de réincarnation. Vous avez donc ce métapraticien tout à fait qui est là, je cite, « Une œuvre d'art, c'est une possibilité de réincarnation et le monde séculaire ne peut prendre son sens que dans la volonté présente des hommes. Et il s'agit pour chacun de nous de recréer dans son domaine propre, par sa propre recherche, pour tous ceux qui cherchent eux-mêmes, l'héritage de fantômes qui nous environnent, d'ouvrir les yeux de toutes les statues aveugles et de faire d'espoirs en volonté et de jacqueries en révolution, tout cela au pluriel, la conscience humaine avec la douleur millénaire des hommes. » Là, on est près de ce que je vous avais cité la dernière fois de Bertolt Brecht. Le fait qu'il n'ait pas d'art qui ne se situe par rapport à une situation de guerre. Là, c'est exactement ce qu'il dit. En 1936, l'année suivante, voilà, Malraux compose un autre discours prononcé à Londres le 21 juin devant l'Association internationale des écrivains pour la défense de la culture, et ce texte intitulé Sur l'héritage culturel développe le précédent dans un sens très proche de Walter Benjamin, et Benjamin est d'ailleurs cité à ce moment. C'est le sens d'une politisation de la culture. Malraux écrit, il se répète, il redit ce qu'il avait dit l'année d'avant, l'homme n'est pas soumis à son héritage, c'est son héritage qui lui est soumis, l'héritage ne se transmet pas, il se conquiert, voilà, il répète, et puis il continue en disant, il faut transformer le destin en conscience, c'est-à-dire transformer en une conquête ce qui avait été subi. Et là, c'est pratiquement le même discours qui se tenait dans la bouche de Bertolt Brecht, par exemple, à la même époque. Vous voyez qu'on peut concevoir la notion d'antidestin de façon très très différente. Ici, dans ce contexte, l'antidestin, l'art comme antidestin, n'est pas posé du tout comme une réfutation de l'histoire. Non, il est conçu comme une transformation de l'histoire, une transformation politique de l'histoire. L'art est envisagé dans son acte ou comme un acte humain essentiel, un acte de l'espoir. Ce mot si important, bien sûr, pour Malraux. L'art est acte de l'espoir, acte d'une possession du destin par-delà toutes les souffrances subies dans l'histoire. Un acte pensé comme, dit-il, la force terrible conjuguée du rêve et du travail. Très très beau. Très très beau parce que ça... Moi je pense à Goya évidemment. Je pense à la fois au disparate et au fait que Goya est un des grands peintres, par exemple, à avoir consacré des séries aux accidents du travail, des gens très pauvres, des gens qui sur les échafaudages qui tombent. Bon, il y a des grands tableaux de Goya sur les accidents du travail. Donc, entre le rêve et le travail, voilà, très intéressant. L'art, à ce moment-là,
n'étant rien postulé comme le règne du même, vous avez cette magnifique thématique des différences qui revient chaque fois dans le discours de Malraux. L'art est une exposition des différences, dont justement l'âge de la reproduction photographique permet que la reproduction photographique permet de vérifier de façon très très pratique. Il écrit, toujours en 1936, « Le langage décisif de l'œuvre d'art, c'est sa différence. Le destin de l'art va du chef-d'œuvre unique irremplaçable à l'œuvre faite pour sa reproduction, à tel point que son original n'existe plus. » C'est l'enthousiasme pour la reproduction qui lui fait dire ça, qui est une sorte de paraphrase du texte de Benjamin, qu'il avait en main à ce moment-là. 10 ans plus tard, on a une double conversion. Il faudrait regarder de façon précise si c'est la même, si l'une impliquait l'autre. C'est la conversion politique au gaullisme. Le gaullisme lui-même pensait, je cite Malraux, comme mythe réunificateur national, et qui, de ce fait, s'affronte au communisme international. Donc on a là le développement d'un thème anticommuniste à ce moment-là et anti-internationaliste. Le communisme, disons, identifié à son, je ne sais pas comment appeler ça, son noyautage de stalinien, si vous voulez. Malraux, membre fondateur du Rassemblement du peuple français en 1947, il sera délégué général à la propagande de ce parti gaulliste, etc. Et alors, ça modifie son discours sur les différences, sur le monde élargi de l'art, et il est toujours élargi, mais différemment. Dans un texte de 1946 qui s'intitule, comme vous le voyez, « L'homme et la culture », Malraux resserre son propos sur ce qu'il appelle la vieille terre d'Europe, les valeurs de l'Occident, tout en réaffirmant que cet héritage artistique doit être conquis. C'est-à-dire il prend des éléments de ses discours de 10 ans plus tôt, 1936, et puis il les resserre sur ce qu'il appelle les valeurs de l'Occident. Il dit par exemple, dans l'ordre de la culture, je ne vois rien dans ce qui peut s'opposer à l'Europe qui l'ait encore dépassé. Dès lors, si le monde du musée imaginaire est aussi large que le monde lui-même, ce qui est évident, il s'agira de le réunir dans une seule et même notion d'art et partant dans une seule et même notion de l'homme et de la culture. Dans un entretien de 1946 avec Albert Olivier, Malraux dit « Quant à savoir s'il n'y a qu'une seule civilisation, je me pose la question depuis un certain nombre d'années. Comme elle ne se résout évidemment pas par la simple croyance au progrès, il s'agirait de savoir ce qu'est cette civilisation qui transcende les cultures, c'est-à-dire de fonder la notion d'homme. Un rien, point d'exclamation. C'est sans doute la tâche la plus importante qui se pose à la pensée contemporaine. » Fin de citation. En 1952, dans le musée imaginaire de la sculpture mondiale, ça va se dire comme ça, rétablir l'homme et lui rappeler sa grandeur à voix basse. Ce qui veut dire aussi à voix grave, je pense. La fameuse voix de Malraux. Comme si, après s'être fait peur avec un motif apocalyptique, la mort de l'homme, Malraux en appelait à reconquérir la grandeur de l'homme, sa grandeur une et intemporelle. Alors, aux divisions politiques de la culture font place l'unité esthétique de l'homme dans une sorte de retour aux sources. Quelles sources? Des sources qui sont des valeurs et des valeurs qui sont intemporelles. Avec cette idée
que dans cette intemporalité, l'art, c'est ce qui triomphe de la mort. Et c'est cela que l'on appelle la culture. Je fais la citation précise, « invincible permanence de ce qui a triomphé de la mort, ce que nous appelons la culture ». Ceux qui voudront venir la prochaine fois, qu'ils se souviennent de cette phrase parce qu'on va la retrouver modifiée dans le texte de Chris Marker, qui est le commentaire du film « Les statues meurent aussi ». Voilà une façon pour Malraux de resserrer sa définition opératoire de l'imaginaire sur une question d'immortalité. Dans un discours de 1966, Malraux dit « Au fond, qu'est-ce que l'imaginaire ? Depuis que le monde est monde, c'est probablement ce que l'homme a créé en face des dieux, l'héritage de la noblesse du monde. » Sur le front de l'art, logiquement donc, Malraux finit par réduire sa définition opératoire et même sa pratique de la reproductibilité photographique que j'ai montré précédemment, les montages, les différences, les comparaisons, à finalement aboutir à faire de ces livres d'art un outil pour transmettre le génie d'un style. Alors, l'anachronique musée imaginaire va faire place à la série chronologique de l'univers des formes. Cette chronologie n'étant pas moins au service d'une intemporalité. Et Malraux n'a pas peur du paradoxe. Dans le texte publicitaire, si vous voulez, la présentation de sa collection L'univers des formes en 1960, il écrit « Voici donc, avec la plus vaste résurrection de formes et de couleurs que l'on ait tenté, la paradoxale histoire de l'intemporalité. » Et au moment même où il transforme son projet de musée imaginaire à travers sa décision politique de l'inventaire général, à ce moment-là, eh bien, il se met curieusement, c'est très intéressant, à parler comme Auguste Comte. Tout à coup, notamment dans la préface à l'exposition de la Fondation MAG, il postule une loi des 3 états du musée imaginaire. Une loi des 3 états dans laquelle la notion d'art devient indifférente à la notion d'histoire, exactement au moment 1968 où l'histoire s'agite, mais où, chose absolument extraordinaire, Malraux dénie à ce qui se passe à ce moment-là le caractère d'être politique. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'art échappe à l'histoire, et mai 68, ça n'est que de l'histoire. Vous allez comprendre, je vais vous citer le discours prononcé au Parc des Expositions à Paris le 20 juin 1968. Il fallait, ce qui fut fait grâce à De Gaulle, maintenir l'amitié française dans ce qui s'est appelé l'Empire. Et ce qui s'était appelé l'Empire s'appelle l'amitié française. De 1962 à 1968, la France enfin fut en paix. Puis, il y a il n'y a que 6 semaines, les événements que l'on sait font dire sur elle. Il est faux qu'on les ait prévus, soit dans l'opposition, soit au gouvernement. Ceux qui disaient toujours que tout allait mal continuaient, ceux qui disaient le contraire aussi. On n'a pas plus prédit 9 millions de grévistes qu'on avait en 1940 prédit 2 millions de prisonniers. Et c'est là qu'il dit une chose incroyable. Il s'agit là d'événements qui n'appartiennent pas à la politique, mais, sous-entendu seulement, à l'histoire. Et la politique, celle que moi, Malraux, je fais comme Picasso fait de l'art, la politique, c'est ce qui reste quand il n'y a pas d'histoire. Vous voyez le modèle historique ? C'est un rejet de l'histoire.
aussi bien au point de vue politique qu'au point de vue esthétique. Il y a une sorte de déni esthétique de l'histoire qui va prendre un tour de plus en plus clair et du coup qui va susciter de plus en plus de réactions polémiques. Je vous ai cité Blanchot la dernière fois, maintenant j'ai cité un Blanchot des années 40 et 50. Il faut que je rappelle qu'en 1968, Blanchot ne se contente pas de faire des remarques subtiles et bienveillantes, même si elles sont critiques vis-à-vis du musée imaginaire, ça va devenir un affrontement tout à fait caractéristique. Blanchot s'affronte à Malraux, notamment dans le cadre de ce fameux comité d'action étudiants-écrivains formé dès le 3e jour de l'occupation de la Sorbonne. Il y avait donc en face de Malraux Robert Antelme, Marguerite Duras, Jean-Paul Sartre, Michel Leiris, Nathalie Sarraute, Louis-René Desforêts, Henri Lefebvre, François Châtelet, Jacques Lacan, Pierre Klossowski, Jean Duvigneau, Pierre Vidal-Naquet, Christian Zervos, Maurice Nadeau, Dionys Mascolo, Claude Lanzmann, Alain Resnais, Robert Bresson, Jacques Rivette, Jean-Luc Godard et d'autres encore. Les prises de position politiques de Blanchot en 68, dont je ne m'étonne pas du tout en les relisant là dans l'édition de Michel Surya, qu'elles sont imprégnées, beaucoup de citations de la philosophie de l'histoire de Benjamin, on revient encore une fois à Benjamin, jette une lumière intéressante sur la lecture de Malraux dans les années 40 et 50. Au fil de plusieurs articles sur l'espoir entre 1945 et 1956, Blanchot avait admiré chez Malraux la tension perpétuelle qui était ce caractère de tout art né d'une expérience et lié à elle. Il avait noté le fait que la notion d'espoir avait signifié chez Malraux que la révolution est permanente. C'est ce que dit Blanchot dans ces années-là, dans sa fameuse note sur Malraux. Sans être pour autant messianique. En 1956, il avait rendu hommage chez Malraux à ce lyrisme de l'intelligence lié à une constante mise en discussion de toute chose et qui laissait présager d'une réconciliation tensive, si vous voulez, de l'art et de la politique. En 68, tous ces espoirs portés dans la pensée de Malraux sont déçus. Blanchot a compris le mouvement impérieux qui était en train d'investir l'esthétique et bientôt la politique d'André Malraux dans le sens d'une économie des divisions historiques. Alors, il dit que, d'une part, avec Malraux, l'art semble être parvenu à la conscience de lui-même, mais que, deuxièmement, le point est capital, cette conscience n'a rien de dialectique. Elle n'est pas dialectique. Pourquoi ? Parce qu'elle inféode l'histoire des arts à l'intemporalité d'un art. Il y aurait un seul art universel et intemporel. Blanchot écrit « Comment nommer ce temps de l'art universel ? L'appeler éternité est consolant, mais trompeur. Le musée n'est nullement constitué, c'est M majuscule, c'est le musée imaginaire, n'est nullement constitué par des survivances immuables et des morts éternelles. Et voilà pourquoi, selon Blanchot, ce qui est au cœur des livres de Malraux, sous les formes les plus variées, c'est une exigence toujours prête à sacrifier tout le reste, mais qui en même temps ne se suffit pas à elle-même et veut le maintien des valeurs sacrifiées. C'est une citation que j'avais déjà faite l'autre jour. On voit ce mouvement de tension, on voit quelque chose qui va entre l'exigence d'une mise en question des modèles historicistes traditionnels, c'est une bonne exigence, il faut... Et puis la réponse qui ne va plus, la réponse qui est juste de rejeter l'histoire. On ne critique pas l'histoire en rejetant l'histoire. Les valeurs intemporelles, ça ne sert à rien sur ce plan-là. Alors je ne m'étonne pas que Bataille, je reviens à Bataille, puisque à la fin de la séance dernière, donc j'ai beaucoup parlé de Georges Bataille, mais on m'a fait remarquer qu'il y avait une
grande politesse entre Bataille et Malraux. J'y reviens juste pour finir, pardonnez-moi si c'est un petit peu long aujourd'hui. Bataille a fait un constat similaire à Mounier, à Merleau-Ponty, à Blanchot. Il y a déjà en 1933 un article de Bataille sur André Malraux. C'est un article sur la condition humaine dans la revue La Critique sociale. Il saluait à ce moment-là que la Révolution fut dans l'œuvre romanesque de Malraux une valeur plus qu'un résultat. Bon, peu importe. L'omniprésence de la mort laissait entrevoir à Bataille que dans la condition humaine, quelque chose était pensé du côté de l'histoire en tant que dialectique. Je cite Bataille, « La description de Malraux, qui suspend sans les nier les différents aspects positifs de l'activité subversive, révèle la relation essentielle de la valeur d'attraction de cette activité avec son orientation négative. » Phrase complexe, phrase hegelienne, mais phrase où on comprend bien que ce qu'il apprécie là, c'est l'aspect dialectique éventuellement en œuvre. Mais 15 ans plus tard, à l'époque du musée imaginaire, dans l'article notamment intitulé « Goya » de Bataille, 1948, Bataille, peut-être grâce à Merleau-Ponty, aura compris qu'on ne peut décidément pas reconnaître dans la pensée de Malraux cette si féconde tension dialectique. Malraux rend compte, avec une attention fidèle, merveilleusement captée, de la commune destinée des hommes. C'est le livre sur Goya. Mais cette commune destinée des hommes, elle ne s'exprime jamais mieux que justement dans le titre du livre de Malraux, Saturne, c'est-à-dire un titre mythologique. Et Bataille dit, précise, cette chose capitale, que Malraux échoue, je cite, à rendre compte efficacement des faits criants dont la peinture de Goya est toute traversée, qu'il s'agisse des portraits royaux, qu'il s'agisse des fusillés du 3 mai 1808 ou, bien sûr, de la série des désastres de la guerre dont vous avez ici 2 exemples. Les faits criants dans la peinture, les faits criants dont cette peinture est traversée, ces faits criants sont des mises en scène de la division dans l'histoire. Voilà ce que dit Bataille à propos de Goya. À propos de Manet, puisqu'on m'a posé la question, Bataille admet complètement que Malraux a compris la destruction du sujet dans la peinture de Manet, mais il dit aussi que Malraux échoue à construire cette dialectique, cette étrange opération, dit-il, où coexistent chez Manet l'indifférence, l'horreur sacrée, l'érotisme, tel que Picasso, dans ce dessin de 1902 par exemple, vous voyez, c'est une interprétation de l'Olympia qui va dans le sens plutôt de Bataille et pas tout à fait de Malraux. On comprend mieux à travers ces textes. Vous voyez que dans ces textes que j'ai cités, Mounier, Bataille, Blanchot, on voit bien que la pensée de Malraux est scrutée, c'est-à-dire qu'elle est respectée, elle est reconnue dans son importance, mais elle est, par tous ces gens-là, toujours critiquée. Et toujours critiquée sur ce point précis de ce que moi j'appelle la division historique. En 1956, Bataille écrit un texte extraordinaire qui s'intitule « L'équivoque de la culture ». C'est la meilleure réponse à Malraux. Il prend appui sur une constellation d'écrivains à l'intérieur de laquelle Malraux est présent. Il n'oublie pas le Malraux. Et il constate, pour aller très vite, la coexistence dans un même paysage culturel de la tradition, de ce qu'il appelle tradition et de ce qu'il appelle subversion. Peu importe, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais simplement,
La problématique de Bataille, c'est comment la culture peut-elle ne pas justement se reclore? Comment peut-elle s'ouvrir par-delà ses frontières historiques ou géographiques? Alors bien sûr, le musée imaginaire est une contribution à cette ouverture. En même temps, dès le début, Bataille remarque ceci, je cite, que la culture mène souvent à la méconnaissance de ce qu'elle est, notamment quand elle reclôt le territoire qu'elle vient juste d'ouvrir. Et je vous avais dit que toutes ces conférences sont sur la question comment ne pas reclore, comment ne pas fermer. Bataille pose exactement cette question. La culture, c'est très bien si on ne la reclôt pas. Alors, pour ne pas la reclore, il faut en reconnaître les divisions. Il faut rouvrir les brèches, et notamment tout ce qui relève des rapports entre la culture et l'État. Donc à l'époque où Malraux écrit ceci, les rapports entre la culture et l'État, Malraux y est en plein dedans, et il y est dans une dimension pratique où il ne peut pas être à la hauteur de ce que Bataille exige, à savoir que la culture ne soit pas cet humanisme consensuel dont Malraux est le héros, mais de ce que Bataille appelle un humanisme plus entier en tant qu'il prendrait en charge la division, le conflit, l'inachèvement, et surtout quelque chose que Bataille appelle l'inappropriable. La culture n'existe que si elle est inappropriable, que si lorsque quelqu'un se l'approprie, elle n'est plus la culture. Alors, c'est le problème qui se pose, le problème à la fois, par exemple, un musée, nous sommes dans un musée, où en effet, ce qui est merveilleux dans un musée, c'est que je n'ai pas du tout les moyens de m'acheter un Donatello, mais je peux le voir tous les jours, sauf le mardi. Voilà, donc ça c'est extrêmement intéressant. Maintenant, il y a beaucoup de procédures par lesquelles le musée et le musée imaginaire exhibent leurs droits de copyright intellectuel sur une image. Et là, la culture est en danger parce qu'elle risque à nouveau d'être appropriée. Mais c'est une autre question. Je vous remercie. Donc, cette autre question de la culture, nous allons l'aborder lors de la dernière conférence. Ouvrons quand même le débat, bien que, donc, s'il y a des questions, des réflexions, nous vous invitons à les poser. Le débat sera un peu abrégé néanmoins ce soir pour permettre aux personnes qui le voudront de se rendre donc à droite, sur le promenoir à droite, pour la signature du livre. Ils retrouveront naturellement Georges Didier Berman. Il y a donc des questions. Ah oui. Oui, Monsieur Didier Berman. Où êtes-vous? Je suis ici. Oui, bonjour. Vous ne me connaissez pas, je vous remercie d'avoir suscité cette série de conférences au Louvre et je me dis que grâce à vous, on parle de Malraux ici au Louvre pendant un mois et c'est déjà une gageure et je vous en félicite. Je me permets d'intervenir parce que j'ai consacré 30, voire un peu plus, sans trop me vieillir, à l'œuvre de Malraux et à sa vie. J'ai consacré 5 livres et initié le premier dictionnaire Malraux qui est sorti il y a 2 ans au CNRS. Et j'avais 3 petites pensées à vous faire, à évoquer devant vous. Quand vous dites qu'il y a un rejet de l'histoire chez Malraux en faveur du politique, je crois que vous vous méprenez, mais absolument totalement. La phrase à propos de mai 68 est une condamnation de la politique par rapport à l'histoire.
ce qui n'a rien à voir avec Malraux, mais avec la philosophie en général. J'ai entendu très récemment un entretien de mon maître Lévinas qui disait, pour d'autres raisons évidemment que pour Malraux, qu'il avait été complètement insensible, lui aussi, au phénomène de mai 68. Je vais abréger pour aller à l'essentiel. Est-ce que dans tout cet aspect que vous avez beaucoup critiqué de la réconciliation du musée imaginaire, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de faux débat, puisque tout le monde, et je crois vous le premier, est, comme je le suis moi-même, admiratif de l'œuvre et de la pensée du dernier Benjamin autour du concept d'histoire et de messianité? Est-ce que vous ne pensez pas que cette idée de réconciliation du musée imaginaire est une idée agnostique du messianisme athée de Benjamin? J'arrive au bout de ma question. Dans leur livre Matière à penser, Paul Ricoeur et Jean-Pierre Changeux, qui n'étaient ni l'un ni l'autre des fanatiques ni des admirateurs de Malraux, ont l'un et l'autre salué la tentative du musée imaginaire d'être une volonté unificatrice. Et je termine par ceci. Vous avez dit que Malraux a choisi le pour soi dans le musée imaginaire. Je vous contredis, je crois fortement et formellement. Vous vous souvenez de cette parole essentielle et très lévinassienne de Malraux à la fin des Noyers de l'Altembourg en 1943, l'homme commence avec autrui. Et je terminerai par cette simple phrase de Malraux qui vient de ses entretiens avec Roger Stéphane en 1946 jusqu'à la fin de la vie de Malraux. L'art ne résout rien, il transcende seulement. Donc je crois que le musée imaginaire ne résout rien, mais il cherche à transcender seulement. Je pense bien que pour Malraux, l'art ne résout rien, mais voilà, le sentiment que j'ai eu, c'est que Malraux donnait une résolution à l'art, à la notion d'art. C'est ça que je lui conteste. Que l'homme commence avec autrui, c'est une très belle phrase. Disons qu'elle est en contradiction, à mon avis, avec ce que Malraux fait souvent. Alors j'ai l'impression, parce que je pense que si vous étiez venu aux conférences précédentes, je vous aurais entendu, vous auriez certainement posé déjà des questions. Je rappelle juste qu'au début de la première conférence, j'ai émis un doute sur ma propre autorité. Donc, vous avez dit que depuis 30 ans, vous travaillez sur Malraux. Donc, moi, je suis bien loin même d'avoir travaillé 30 mois sur Malraux. Donc, je ne parle pas avec autorité. Je parle avec un sentiment pour reprendre juste cette question du pour soi, ce sentiment de contraste complet entre la phrase que vous avez citée, qui est très belle, et la pratique de Malraux vis-à-vis d'autrui, c'est-à-dire vis-à-vis de tous les autres qui, autour de lui, pensaient aux mêmes questions. À commencer par Benjamin, mais j'en ai cité 20 autres durant ces conférences. Et j'ai cité cette incapacité de Malraux, justement, à s'adresser à la pensée d'autrui et à penser que tout ce qu'il pense vient de lui. Dans une espèce de... c'est d'où je suis parti, hein, cette espèce d'autorité littéraire qui fait que, au fond, si vous êtes écrivain, vous ne devez pas faire des notes en bas de page. Voilà. Si vous faites des notes en bas de page, c'est que vous n'êtes qu'un tâcheron. Et si vous êtes un tâcheron, vous ne voyez pas les choses de haut. Moi, je pense qu'il est possible de faire les deux. Quelqu'un comme Benjamin qui ne faisait que des notes en bas de page, le livre des passages n'est que des notes en bas de page, c'est quand même un chef-d'œuvre. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec votre idée que la réconciliation, alors là, bon, c'est un long débat, hein, ça serait...
la question de la réconciliation est un thème benjaminien des thèses sur le concept d'histoire. Je ne pense pas, en dépit de l'élément messianique, de la petite porte étroite, etc., que la philosophie de l'histoire de Benjamin soit une philosophie de la réconciliation. Surtout pas. Et surtout pas en 1940. Et puis mai 68, oui. Si vous pensez, vous aussi, que mai 68 n'est pas un phénomène de l'histoire, alors bon. Mais voilà, j'arrête là ma réponse. Une question. Vous êtes où? Je suis ici, sur votre droite, au milieu de la salle, en haut de la salle. Oui. Vous nous avez fait passer en 1h15 d'un œil roman à mai 68. On a même croisé Heidegger à un moment. Bon, c'est assez vertigineux, mais je reste sur ma faim parce que cet œil roman et cet œil gothique, ça fait 3 ou 4 fois qu'on nous le présente. Et vous ne nous avez toujours pas dit pourquoi il y a ces 2 yeux, à ce moment du livre, que nous dit Malraux. De quoi est-il en train de parler? Qu'a-t-il dit derrière? Qu'est-ce qui est reproduit au dos de cette page, ou dans les pages précédentes? Nous n'en savons rien, et vous avez pris ces 2 yeux en vous adossant à un préjugé communément admis, qui traîne dans notre langue quotidienne, préjugé selon lequel les artistes chercheraient à représenter la nature, plus ou moins habilement, plus ou moins adroitement. Voilà. Alors, que nous dit Malraux dans ces pages? Que vient-il de dire? Pourquoi ces 2 illustrations? Je n'ai toujours pas, au bout de 4 conférences, la réponse. Je l'ai dans Malraux, mais nous ne l'avons pas. Et c'est à partir de votre réponse que, au besoin, si vous me le permettez, si ce n'est pas abusé, je rebondirai peut-être. Non, mais dites-le nous, comme ça on le saura. Dites-le nous. Mais répondez, que nous dit Malraux de ces 2 yeux? Vous me faites un reproche un peu cruel. C'est la 2e fois que vous me le faites, hein, il me semble. Déjà, vous faites la même chose. Déjà, vous vouliez savoir cette histoire Dieu. Non, avant, c'était sur une tête d'un empereur romain, oui, et la tête du Saint Jean-Baptiste. Bon, vous aviez résumé la présence de ces 2 œuvres en disant Malraux, et je pense qu'aujourd'hui on comprend un peu mieux, Malraux évince l'histoire et ils font les œuvres dans une sorte d'unité amicale, et là les 2 visages de l'empereur et du Saint Jean-Baptiste étaient fondus dans une même gravité. Je vous ai dit que c'était pas ça qui était dans le texte. Là, je vous demande de quoi nous parle Malraux. C'est quand même la moindre des choses que vous ne me demandiez pas de répondre à votre place. J'ai tenté de vous répondre à votre première question, celle de la dernière fois, en vous donnant une citation où Malraux répond lui-même à cette question. C'est-à-dire, j'ai pris un élément de cette double page et je l'ai cité. Maintenant, vous me faites le reproche de ne pas montrer ce qu'il y a à la page d'avant, ce qu'il y a à la page d'après. J'aimerais que vous me disiez, que vous me donniez une indication bibliographique où je pourrais trouver les analyses des doubles pages et des analyses des illustrations dans les livres dans les livres sur Malraux. Je crois que la publication des conférences du Louvre, à ma connaissance, on n'a jamais publié autant de doubles pages de Malraux pour essayer de comprendre comment son iconographie fonctionne. Bien sûr, il y a moins de pages dans mon livre que dans Les Voix du Silence, etc. Bon, bien sûr, car c'est une interprétation. Voilà. Donc, au moins, faites-moi grâce du fait que je m'intéresse à la façon dont Malraux met ensemble
l'une face à l'autre, des images. J'ai mené ce travail sur d'autres corpus. Je suis très intéressé à la façon dont on présente une pensée, dont on présente visuellement une pensée. Maintenant, la meilleure façon de répondre à votre question, c'est la citation que j'ai faite, c'est-à-dire l'œil comme signe et l'œil comme expression. Voilà, je pourrais vous répondre comme ça. Si vous voulez bien, nous terminons cette séance et nous poursuivrons bien sûr la discussion après la dernière conférence.